Donc, c'était l'appel à la prière du midi selon l'heure locale du Caire. Et de retour à notre sujet, à notre discussion principale aujourd'hui, il s'agit de cette position de l'Afrique du Sud envers ce qui se passe dans la bande de Gaza, envers ces atrocités perpétrées jour et nuit devant le monde entier, devant ce qu'on appelle la communauté internationale, devant ceux qui défendent les droits de l'homme, devant le Parlement européen, devant beaucoup des institutions qui sont restées jusqu'à maintenant muettes. Nous avons actuellement en ligne de l'Interview internationale M. Joseph Ketteta, c'est le journaliste congolais, spécialiste des affaires africaines. Monsieur Joseph Ketteta, vous êtes le bienvenu sur l'Interview internationale. Bonjour, monsieur. Journaliste, oui. Je salue les téléspectateurs qui nous écoutent et tous ceux qui suivent notre NIL TV. Oui, merci voilà, beaucoup pour... Oui. Ouais. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. J'aimerais écouter votre observation, votre remarque en ce qui concerne cette position saluée par le monde arabe vis-à-vis saluée par le monde arabe, bien sûr, une position prise par l'Afrique du Sud vis-à-vis de ces atrocités, de ces génocides contre les Palestiniens perpétrés par le gouvernement de Tel Aviv. Voilà, moi, je commence toujours à dire, sans passé, il n'y a pas le présent. Sans présent, il n'y a pas de futur. Parce que la génération que nous avons aujourd'hui, ils ne savent pas le début de cette crise que nous sommes en train maintenant de subir. La Palestine a été divisée, c'est à 1948, après le départ des Britanniques. Ce sont les Britanniques qui colonisaient les Palestines. Après leur départ à 1948, ils ont créé, avec Balfour et Guirion, pour créer l'État d'Israël en Palestine. Et l'État d'Israël a été créé en Palestine. Les Palestiniens sont restés mécontents parce qu'ils ont dit qu'ils ont pris leur terre, ils étaient pris en otage pour que les Israéliens puissent prendre une partie de leur terre. Ils étaient mécontents. Ce qui est arrivé, après des années, la crise vraiment a débuté en 1967. Il y a eu l'État d'Israël qui a attaqué les 4 États qui étaient à côté parce que l'Israël a toujours des ambitions expansionnistes de devenir grand dans cette région du Moyen-Orient. Donc, l'Israël a attaqué automatiquement la Syrie, occupé les Golan, le Liban, l'Égypte jusqu'au Sinaï. Vous voyez ce qu'il a créé. Et la Jordanie aussi. Il a occupé la Palestine jusqu'à la frontière avec la Jordanie. Parce que Jérusalem-Est appartenait aux Palestiniens. À partir de ce moment, la crise vraiment a été devenue très envenimée. Qu'est-ce qui est arrivé? Les pays arabes, comme vous savez, la Ligue arabe a été créée. Pourquoi? C'est pour qu'on puisse traiter les problèmes qui concernent les pays arabes et le monde entier. Donc, concernant les pays africains, nous avons beaucoup de relations avec la Ligue arabe. Et la Ligue arabe nous a porté assistance pendant la guerre de la libération et l'accès à l'indépendance du peuple africain depuis les années 60. Ça, c'est le début. Maintenant, nous aussi, nous avons l'obligation d'aider les peuples arabes dans leur combat. Et surtout l'Égypte, qui fait partie de l'Afrique, des pays les plus puissants, qui a apporté son assistance pour la libération des peuples africains, que ce soit la guerre de libération, la lutte pour la libération, que ce soit l'indépendance, à partir de l'Algérie jusqu'à l'Afrique du Sud. De l'Algérie à l'Afrique du Sud a toujours donné ces assistances dans des domaines humains, matériels, humanitaires, que ce soit militairement. L'Égypte a toujours soutenu la lutte du peuple africain. Alors, rentrons dans notre problème. Ce qu'il y a maintenant, concernant la guerre entre les Juifs et la bande de Gaza et les Palestiniens actuellement, et le Hamas, qui est à la base, cette guerre, à partir de 1973, je reviens maintenant, l'Égypte avait décidé à partir de faire recours aux Nations Unies. Les Nations Unies avaient décrété des résolutions, 338 je pense, et 242, pour demander aux Juifs la restitution des territoires occupés pendant la
les Juifs font toujours des obéissances aux résolutions de l'ONU, ils n'ont pas voulu. Alors, le président Sanzate a dit quoi? Parce que moi, je fais partie des noyaux de cette guerre. Je suis journaliste, j'étais là depuis 1964, jusqu'à j'étais dans la radio. On nous a demandé de mener des campagnes afin que les pays africains puissent soutenir l'Égypte. Et puis, Sadat a pris, il nous a soutenus, on a voté la résolution de l'ONU, tous les pays africains ont voté pour. Vous voyez, nous avons gagné des résolutions pour que les Juifs se retirent. Les Juifs ont fait la désobéissance. Sadat a dit, on fobion, sin bisin, napalm binapalm. Je vous dis ça en français. Dent pour dent, et pour aide. Napalm contre napalm, la loi des talions. Alors, on s'est préparé, il y a 67, à 73, qu'est-ce qui s'est passé à 73? Mobutu était le président de l'Union africaine pendant des mandats. Il était toujours à côté de Sadat. Ils se sont mis d'accord. On a rompu avec Israël. Les quatre, Mobutu a prononcé un discours devant les Nations Unies pour rompre les relations avec l'État d'Israël. C'était le 4 octobre 1973. Et le samedi, le 6, l'Égypte a libéré, attaqué le Sinaï pour reprendre et récupérer les territoires occupés. Alors, sur les Golan, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, l'Égypte a récupéré sa partie. Et nous avons commencé les pourparlers pour la paix parce que Sadat a demandé un cessez-le-feu parce qu'il ne voulait pas que les Américains, parce que les Américains déjà commençaient à entrer, ils ne voulaient pas internationaliser les conflits. Il a demandé aux Russes que nous faisions un cessez-le-feu qui a été accepté. On a passé maintenant donc c'est l'histoire. Vous racontez l'histoire et comment les Africains ont soutenu les Arabes dans leur conflit, dans leur lutte, si je peux dire, pour la libération contre l'occupation israélienne. Mais aujourd'hui, où sont les Africains de ce qui se passe? On n'a pas entendu que seulement cette position très brave, très décisive, prise par l'Afrique du Sud contre l'occupation israélienne. Où sont les Africains aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Nous, États de ces pays africains, on a soutenu l'Égypte, non? On a soutenu l'Égypte pendant la guerre. On avait envoyé des 6 charges africains pour dire à l'Israël, écoute, retirez-vous de Sinaï parce que les territoires, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas, vous, étant un État Israël, changer les frontières des continents africains. Les Juifs ont fait toujours la désobéissance. Voilà, le 6 octobre 1973, nous avons, l'Égypte avait combattu pour chasser l'Israël. Donc, à partir de ce moment, aujourd'hui, nous devons soutenir les pays arabes. Et aux Nations Unies, nous ne voulons pas s'engager militairement. On s'engage pour trouver des solutions au niveau des Nations Unies, parce que nous faisons partie de cette organisation internationale qui est là pour la métier de la paix. Donc, la semaine passée, les pays africains ont voté, là c'est le vendredi passé, nous avons voté aux Nations Unies une résolution qui demande aux Israéliens de respecter tout ce qui concerne les droits. Les droits juridiquement et humanitairement, la protection des civils, hein, tout ce qui concerne juridiquement et humanitairement pour que cette crise puisse être résolue. C'est une façon de demander un cessez-le-feu. C'est le vendredi passé qu'on a adopté la résolution qui stipule la protection des civils en cas de guerre. Hein? Donc, et puis, le respect obligations juridiques et humanitaires pendant la crise. C'est un moyen de demander un cessez-le-feu. Les choses qui sont très, très complexes actuellement, les États-Unis, les puissances occidentaux demandent la libération des otages avant le cessez-le-feu. Il est impossible de mener des négociations au moment où les bombes sont en train de tomber dans les bases de Gaza. Il faut donner le temps aux pays comme l'Égypte, la Jordanie, les pays arabes, qu'on puisse envoyer des émissaires en Israël, en Palestine, pour demander à ce que les otages puissent être libérés. Comment on va aller envoyer des émissaires, hein, au moment
moment où les bombes tombent en Palestine. Ouais. On ne sait même pas si mais monsieur Joseph Keita, comment vous avez vu ce soutien aveugle de la part des États-Unis et des Occidentaux vis-à-vis de ces atrocités perpétrées jour et nuit par les occupants israéliens contre les Palestiniens civils dans la bande de Gaza? Et je pose cette question dans le cadre que les Occidentaux ont rompu toutes ces relation avec la Russie quand il a attaqué l'Ukraine du point de vue médiatique, du point de vue financier, bancaire, économique, du point de vue sportif. Beaucoup de relations ont été coupées. Mais justement, comment, dans une minute, comment vous avez vu ça, ce double critère? Moi, je vous dis, c'est que voilà la seule chose. Nous devons travailler pour la paix. Vous savez très bien, la crise de 1967, si nous avions arrivé au signature des accords au Cap David, où nous avions Jimmy Carter, Sadat, Yasser Arafat, et puis Menachem Begin, vous voyez ce que ça a donné. Donc, la guerre, nous devons savoir que la guerre n'engendre que la guerre. La guerre, c'est une effusion du sang. Mais quand on fait, c'est la paix. Nous avons appris. Donc, si je veux vous dire une chose que les gens doivent savoir, l'histoire contemporaine nous a appris que la guerre n'arrive jamais à remporter la victoire. C'est la paix. La paix se passe par des réconciliations. Mais je crois que la paix exige toujours une force qui peut la protéger. Je voudrais vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. On va vous rencontrer dans d'autres épisodes, mais c'est pourquoi pas maintenant de vous remercier infiniment. Monsieur Joseph Keita, merci. Et chers téléspectateurs, actuellement, nous devons passer à un autre sujet. Il s'agit de Transmia et plus d'explications en ce qui concerne cette exposition, ce foire, et dans ce commentaire. Merci aux auditeurs aussi parce que vous n'avez pas donné beaucoup de temps. Sachez bien que les pays africains n'ont pas de relations avec Israël. Merci, monsieur. Merci, monsieur Joseph Keita. Et encore une fois, je dois vous laisser, chers téléspectateurs, à regarder, à observer ce reportage sur Transmia. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inauguré, au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, la 5e session du Salon et conférence des transports intelligents, des logistiques et des infrastructures au Moyen-Orient et en Afrique, Transmia 2023. Cet événement se déroule du 5 au 8 novembre sous les auspices du chef de l'État, sous le thème « Implanter l'industrie des moyens de transport en Égypte » et ce en présence de 350 entreprises de 50 pays. Le salon comprend la tenue de nombreux colloques et ateliers spécialisés dans le secteur du transport, outre la signature de mémorandums entre les organismes et les entreprises relevant du ministère du Transport et les grandes entreprises mondiales concernées. M. Madbouli, accompagné par le ministre du Transport, Kamel El Wazir, a inspecté le pavillon du ministère dans le salon du transport et de la logistique en Afrique et au Moyen-Orient. Le Premier ministre a écouté une explication détaillée sur la mise en œuvre par l'Autorité nationale des tunnels d'un réseau de traction électrique d'une longueur totale de 2700 km. Ce réseau sera composé de 5 lignes de métro, 2 lignes de monorail, une ligne de LRT, 3 lignes de TGV, une ligne de métro d'Alexandrie et une ligne de tramway. C'est ce qu'a dit Tarek Goueli, président de l'autorité. Le Premier ministre a inauguré par visioconférence le centre de contrôle des systèmes de signalisation sur la ligne Beni Suef-Asyut. Le directeur exécutif du projet de développement des systèmes de signalisation sur la ligne Beni Suef-Asyut, l'ingénieur Mohamed Bagdi, a demandé le coup d'envoi du Premier ministre pour inaugurer le centre. Ce salon se tiendra du 5 au 8 novembre en cours sous le slogan « Implanter l'industrie des moyens de transport en Égypte ». Fin donc de cette édition d'Autour du Monde. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et à la prochaine.